Salut à tous, c'est Borichon, on se retrouve pour l'analyse de la 18e journée du top 14. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, je fais des vidéos après chaque journée du top 14 et c'est gratuit et moi ça m'aide beaucoup. Mais bref, passons à l'analyse du match. Et on commence tout de suite avec le match entre Clermont et Bayonne. Bon, on a clairement vu un Clermont qui a déroulé face à de faibles Bayonnais. En attaque, les Clermontois ils se sont régalés, mais il faut dire qu'ils ont bien été aidés par une défense bayonnaise qui était vraiment aux abois. Il y a eu seulement que 73% de plaquages réussis et pour 31 plaquages manqués, franchement, c'est catastrophique comme pourcentage. Mais malgré tout, il y a quand même des essais marqués par Clermont qui ont été magnifiques, à l'instar de celui de Juran ou celui de Jono en première mi-temps. Mais il y en a d'autres, comme celui de Lucas Zamora ou un essai de Kylian Amdaoui en début de match, qui ont clairement été offerts par la défense bayonnaise, qui laissait des trous énormes ou qui rendaient des ballons trop facilement. Et malgré tout, on a vu que Clermont avait un jeu un peu ce qui correspond à ce qui se fait du côté de l'UBB, c'est-à-dire que c'était pas forcément Clermont l'équipe qui possédait le plus de ballons, qui essayait d'imposer des séquences. Par contre, elle était ultra efficace sur les ballons de turnover. Dès qu'elle récupère un ballon, elle était dangereuse. Parce que sur l'ensemble du match, Clermont n'a que 46% de possession, donc 54% pour Bayern, et sur l'occupation, on est à 49-51, donc dans l'idée c'est équilibré, mais c'est quand même Bayern qui a des stats un peu supérieures à celles de Clermont. Et c'est en ça que je dis que Clermont a été à prôner un jeu un peu comme celui de l'UBB habituellement, parce que Clermont a été aussi beaucoup plus efficace. Il y a eu 3,1 points marqués par entrée dans les 22, c'est pas dingue, mais c'est toujours 2 fois plus que Bayern qui était à 1,6. Parce que oui, Bayern on les a vus rentrer plusieurs fois dans les 22 bayonnais, mais vendanger des coups qui étaient tout faits. Je pense à Rodrigo Bruni qui a percé 2 fois, et 2 fois il a fait le mauvais choix en gardant le ballon et en faisant une mauvaise passe. Donc bref, Bayern n'y était pas du tout, alors que clairement, même dans l'envie, on sentait des joueurs qui étaient revigorés, ou clairement, ils jouent leur place dans une équipe qui est ambitieuse. Par exemple, on a Pio Mouraroa, qui loupe sa première réception, son premier ballon touché dans le match, et juste derrière, sur une séquence défensive, il va mettre 3 plaquages impactants, 3 plaquages offensifs. Ça prouve à quel point il y a de la compétitivité entre les joueurs, et chacun donne le meilleur en ce moment à Clermont, et c'est pas pour rien qu'ils sont bien accrochés dans le top 6. On continue avec le multi-rugby, et d'abord en vitesse, Toulouse qui recevait Montauban dans un match qui était déjà gagné d'avance. Malgré tout, sur la première mi-temps, Montauban essaye de s'accrocher. Il y a Thomas Fortunel qui marque 2 pénalités, il y a 7-6 encore au quart d'heure de jeu, donc Montauban essaye, mais en face, dès que ça veut accélérer, ça accélère, et on sent une réelle différence de niveau. L'illusion était de courte durée pour les Montalbanais, et on a vu des Toulousains qui arrivaient à franchir trop facilement. Ils ont 14 franchissements sur tout le match, c'est une statistique qui est un peu impressionnante. En plus du paquet d'avant toulousain qui a vraiment roulé sur celui de Montauban, il n'y a rien à retenir de ce match véritablement, parce qu'on savait que Toulouse allait être au-dessus, et que Montauban est condamné à revenir en Pro D2. Un match bien plus intéressant, c'était Montpellier qui recevait le Racing. En début de match, c'est plutôt le Racing qui met la pression à Montpellier, à l'image de l'essai de Ficou qui intervient après une bonne séquence défensive et un bon jeu au pied de pression, où on a Miotti qui donne clairement le ballon à Ficou du fait d'une grosse pression du Racing. Cependant, après cet accident de jeu, Montpellier va se réveiller et va commencer à dominer les collisions, ce qu'ils vont faire tout le match. Ils vont beaucoup plus posséder le ballon, ils vont insuffler des séquences longues avec d'abord du pilonnage devant comme ils savent faire, et après ça a écarté dès que ça pouvait. En tout, ils ont eu 68% de possession sur le match, ça prouve l'extrême domination et la volonté de Montpellier de tenir le ballon. En face, on a un Racing qui, à force de défendre, commence à commettre énormément de fautes. Et on a ce carton jaune pour Maxime Baudonne qui intervient aux alentours de la 30e minute, qui est un élément déclencheur en fait de la future grosse défaite du Racing. Parce qu'après Montpellier va inscrire 2 essais et ce sera fini, le Racing ne reviendra plus jamais. Au final, ils vont encaisser pas moins de 15 pénalités et donc ce fameux carton jaune, c'est beaucoup trop pour vouloir gagner à l'extérieur. On a un Montpellier qui va prendre le bonus offensif premièrement, mais qui va se le voir perdre en fait avec un essai du Racing sur une des rares possessions Racingmen en seconde période. Mais heureusement pour Montpellier, une dernière action pleine de talent, pleine de génie qui offre un essai et le bonus offensif ultra important dans la course au top 6. On continue avec Lyon qui recevait Toulon. Bon, c'était clairement un match soporifique d'une qualité technique assez faible. Dans les 20 premières minutes, on sent que c'est Lyon qui a plus de dynamisme, qui arrive à percer, mais qui ne marque pas. C'est simple, en première mi-temps, ils vont marquer 0 points. Toulon, un peu plus tard dans la première mi-temps, va avoir aussi quelques fulgurances, mais pareil, il y a une inefficacité et aucun essai inscrit. Ils vont juste marquer 3 petits points juste avant la mi-temps,
et c'est tout. D'un côté comme de l'autre, c'était très laborieux. Mais on peut noter quand même une domination toulonnaise en mêlée, où les deux piliers, Sinclair et Priso, ont mis à mal la mêlée lyonnaise, et c'est grâce à ça notamment qu'ils peuvent marquer les 3 points à la mi-temps. Bon, la seconde mi-temps, elle est guère mieux, alors oui, il y a des offensives qui vont enfin aller au bout, avec notamment un essai de Mathieu Smiley qui est très très bien joué, et c'est une des rares séquences offensives bien construites dans ce match, d'un côté comme de l'autre. On a une réponse lyonnaise avec Thomas Moukoro, mais dans l'ensemble, pas grand chose à se mettre sous la dent. Ce qu'il faut retenir de ce match, c'est clairement l'inefficacité de chaque côté. On a 0,9 points marqués par entrée dans les 22 pour Lyon, et Toulon est à 1,4, c'est vraiment ridicule que ce soit d'un côté comme de l'autre, et ça prouve à quel point les défenses ont pris le pas sur l'attaque, et les attaques étaient très peu inspirées. Malgré tout, Toulon, je pense, peut se satisfaire de ce résultat, qui, je le rappelle, s'est fait sans son coach, Pierre Mignoni, qui était en burn-out à ce moment-là. Le dernier match du multi, c'était le Stade Français qui recevait Perpignan. Bon, en première mi-temps, on assiste à une démonstration des Parisiens qui dominent dans clairement tous les secteurs de jeu. Je pense qu'ils devaient peut-être être à 70% de possession tellement ils avaient le ballon, et un peu à l'image de Montpellier, ils arrivaient à construire leur séquence comme il fallait, en étant d'abord très fort devant, en pilonnant la ligne de défense de Perpignan, qui après laissait des espaces pour les 3/4, et ces derniers s'engouffraient parfaitement dedans pour aller marquer. De plus, on a une conquête de l'USAP qui est très mauvaise, et en particulier la touche, et ça explique la sortie de Mathis Lautrian vers la 35e minute, parce qu'il n'y arrivait pas. Du côté de Paris, on a vraiment un axe 10, 12, 13 qui s'est très bien trouvé sur ce match, à savoir Carbonel, Villy et Ward. C'était vraiment eux qui insufflaient les séquences, qui insufflaient les dynamiques, et sans cet axe-là aussi performant, je suis pas sûr que le Stade Français aurait été aussi plaisant à voir jouer. Cependant, la deuxième mi-temps, elle est moins réussie quand même, parce que Perpignan déjà va mettre beaucoup plus la main sur le ballon, et ce, dès le retour de la pause. Au final, il y aura 3 essais pour Perpignan dans la seconde période, qui pouvait menacer en fait le Stade Français de perdre son bonus offensif, mais les Parisiens malgré tout ils vont rester efficaces avec très peu de possession dans les 22 mètres perpignanais en seconde période, mais il y a eu 2 essais qui vont conforter ce bonus offensif. Le match du samedi soir, c'était Castres qui recevait La Rochelle. Clairement, Castres a fait un match pourri pour les 120 ans du club. Déjà, ils ont eu une indiscipline énorme. En première mi-temps, il y a eu pas moins de 10 pénalités pour 2 cartons jaunes, quand on sait que la moyenne au niveau international, c'est 10 pénalités sur un match. Là, en une mi-temps, en faire 10 et avoir 2 cartons jaunes contre eux, c'est quand même une sacrée performance. En tout, ils auront commis 16 fautes, et ils auront eu un carton jaune de plus, c'est-à-dire 3. Il y avait vraiment une différence de niveau et de précision entre La Rochelle et Castres, et je pense que si Castres n'avait pas eu un bon buteur sur ce match, à savoir Pierre Poplin, il y aurait eu un score qui aurait été beaucoup plus large, avec un écart au score beaucoup plus large. Du côté de La Rochelle, la première mi-temps est bonne, dans l'ensemble, ils dominent, mais malgré tout, ils n'arrivent pas à être ultra tueurs. Ils ont certes 4,6 points marqués par entrée dans les 22 sur la première mi-temps, mais je trouve que cette stat est un peu trompeuse, parce que il y a eu de longues séquences où La Rochelle est restée très longtemps dans les 22 avant de marquer. En tout, il y a eu 73% des ballons rochelais sur cette première mi-temps qui ont été joués dans le camp de Castres pour seulement 14 points marqués. Ça prouve que La Rochelle n'a pas non plus été si efficace que ça, proche de la ligne. Mais bon, ce qui a pu faire la différence au final, c'est clairement les ballons portés. Ça y est, on a retrouvé les Rochelais dans ce secteur, eux qui étaient un peu en perdition depuis quelques semaines et quelques mois maintenant. Il y a eu un essai, plus un essai de pénalité qui a été causé grâce à un ballon porté efficace. Et c'est clairement grâce à ça que La Rochelle, du coup, a pu prendre le large au score, même si il faut quand même noter que dans le jeu c'était beaucoup plus fluide du côté de La Rochelle. On a senti vraiment une équipe qui était connectée, il y avait un vrai lien entre avant et 3/4, et ça faisait longtemps que les Rochelais n'avaient pas été comme ça. Cependant, je pense que de ne pas aller tenter de prendre le bonus offensif sur la dernière action est pour moi une erreur, parce qu'il y avait vraiment un écart de niveau entre La Rochelle et Castres, et dans tous les cas, je pense que Castres n'aurait pas pu remonter 80 mètres pour aller marquer un essai, donc moi j'aurais tenté à leur place, et en plus ça aurait enlevé un point de bonus défensif au Castres. Enfin, le dernier match, c'était la section qui recevait l'Union Bordeaux-Bègles. Donc clairement, la section elle s'impose comme l'un des favoris pour accéder à la phase finale. Dans un match où Bordeaux commence plutôt bien son match, les Palois ils ont su trouver des solutions en s'adaptant. Il y avait peut-être un peu moins de jeu de ligne que d'habitude à la section, mais c'est simple, c'est parce que ça passait pas, et donc on a eu une adaptation de la charnière qui a très bien conduit le jeu en ce sens pour trouver d'autres solutions. Et les solutions, elles se sont trouvées notamment par le jeu au pied, où il y a eu une alternance magnifique, enfin très bien gérée, entre les jeux au pied d'occupation ou les jeux au pied de pression. Ça, plus un paquet d'avant qui a fatigué ses homologues bordelais, et on a du coup un cocktail qui fait que Pau
a largement dominé dans ce match. Du côté de Bordeaux, on a vu une certaine limite de la profondeur d'effectif. Là, il y a eu quand même des erreurs assez flagrantes en défense. Je pense notamment aux essais de Robson et de Grandidier où la ligne de défense ne se replace pas aussi vite qu'elle devrait le faire, et c'est comme ça que Robson peut trouver les espaces à chaque fois. Malgré tout, Bordeaux, en début de seconde période, ils étaient quand même revenus à 17 partout, et on pouvait se dire qu'ils allaient trouver l'énergie pour continuer à être au score, à être au rendez-vous, mais malheureusement pour eux, ça ne l'a pas fait, et la section, comme je disais, a trouvé ce supplément d'âme pour aller chercher une victoire. Cependant, je pense que l'action de Madoche Tamboué, qui pouvait se faire un essai en solitaire, mais qui, à cause du rebond, n'arrive pas à marquer, peut foutre les boules du côté de l'UBB, parce que ça aurait peut-être l'effet d'insuffler une nouvelle dynamique pour aller chercher, pourquoi pas, un bonus défensif. On passe maintenant au top et au flop. En top, je vais rester sur ce match avec Axel Desperes. Comme je le disais, il a très bien géré en fait le jeu de son équipe avec ses différents demi de mêlée. Il y a 3,50-22 sur ce match et presque un 4e en fin de match qui était à ça. Et même dans l'ensemble, même face au perche, il a été très fiable au pied. Je vais continuer avec Tani-Vili. Il retrouve vraiment un top niveau en ce moment. Là, ça a été un des Parisiens les plus dangereux, comme je le disais, avec cet axe 10, 12, 13. Il a été très tranchant en attaque avec 15 ballons touchés, 89 mètres parcourus, c'est le meilleur du match pour un essai, et même son pied gauche aussi est utile pour se dégager. Enfin, le dernier top, c'est Calvin Gourg, qui, en poste de numéro 15, a été ultra performant. Il amène un essai en début de match, il en conclut un quelques séquences après, alors qu'il a fait seulement 7 courses pour 101 mètres parcourus, ballon en main. En flop, je vais parler de Cher Tiberghien, qui a eu vraiment un match compliqué à l'image de son équipe face à Clermont. Déjà, il offre un essai à Kylian Amdaoui en échappant le ballon de manière tout à fait dégueulasse. Et 3 plaquages manqués pour un arrière, généralement, ça veut dire qu'il y a essai. Donc ça prouve qu'il n'était pas dans son match. En flop, je vais aller sur le demi de mêlée du Racing, Léo Carbonneau, parce que je trouve que la conduite du jeu n'a pas été très bien faite sur les rares possessions du Racing. Il y a eu plusieurs fois où le Racing était dans l'avancée, mais après, quand il fallait transformer le jeu pour aller chercher des occasions d'essai, je trouve qu'à chaque fois, il faisait les mauvais choix, et en plus de ça, il a eu 3 pénalités concédées contre lui, ce qui est beaucoup. Autre flop, je vais aller sur Kylian Gerassi, parce que je trouve que son déblayage à la 75e minute, alors que Lyon mène 13-10 sur Baptiste Serin à la tête, aurait pu coûter bien plus cher à Lyon. Déjà, il permet à Toulon de revenir dans le match nul, mais surtout, il échappe à ça, selon moi, du carton jaune, et ça vient gâcher, en fait, les efforts faits par les Lyonnais pour aller gagner ce match. Au classement, on peut voir que c'est vraiment Clermont qui fait une très bonne opération en étant 4e, en doublant même Bordeaux, Montpellier encore très solide, tout comme la section. Et à l'inverse, je pense que le club qui fait la plus mauvaise opération, c'est Castres, parce que là, je pense que le top 6 va être très compliqué à aller chercher. Pour mes pronos de la 19e journée, déjà, on va commencer avec un très alléchant Clermont-Montpellier. Clermont qui est dans une très bonne dynamique en ce moment, et notamment au Michelin. Montpellier qui n'arrête pas de gagner et de surtout mettre des gros scores face à des adversaires. Donc on peut voir un match très emballant, surtout sur ce qui va se passer devant, mais j'arrive pas à décider qui va être le vainqueur, donc je vais dire match nul. Le Racing reçoit Castres, et je vais donner avantage au Racing qui pour l'instant est invaincu à domicile face à des Castrés qui ont du mal en ce moment. Toulon-Stade Français, je vois Toulon gagner des Parisiens et se relancer un peu dans la course au top 6. Montauban-Bayonne, je pense que Montauban peut le faire face à Bayonne qui est vraiment en crise en ce moment, donc je vais dire victoire de Montauban avec bonus défensif pour Bayonne. Perpignan-Lyon, je vais dire victoire de l'USAP. La Rochelle-Pau, un match hyper intéressant, on va voir si la section a les épaules assez solides pour aller faire un succès de renom à l'extérieur à La Rochelle. Malgré tout, je pense que les Rochelais vont gagner, mais d'une courte tête. Et enfin, l'UBB reçoit Toulouse. Je dirais que si Toulouse envoie l'équipe complète avec tous les internationaux ou presque, Toulouse ira gagner à Bordeaux. Mais je pense pas que ce soit la politique d'Hugo Mola, donc je vais dire victoire de l'UBB, mais sans vraiment convaincre. Voilà, cette analyse est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à m'écrire un commentaire, laisser un like et activer la cloche, c'est des petits gestes qui m'aident grandement. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, à savoir Instagram, Facebook et TikTok. C'est gratuit et ça me permet d'avoir plus de visibilité. Enfin bref, c'était Bourrichon. Ciao ciao.